en direct de Moscou avec nous ce soir. Ces images, Piotr Tolstoï, de désolation pour nous rappeler la folie de cette guerre que vous avez déclenchée il y a quasiment un an. Pourquoi vouloir raser une ville comme celle-là, Piotr Tolstoï? Personne ne voulait raser aucune ville. Le problème, c'est que avec l'aide occidentale, aujourd'hui, les Ukrainiens ont des vraies pertes. Ils perdent déjà, ils ont perdu une centaine de milliers de soldats. Et les combats qui se déroulent sur Donbass prouvent encore une fois que cette attitude européenne, soi-disant solidarité avec l'Ukraine, amène des nouveaux morts dans cette région et dévaste les villes. Donc, moi, malheureusement, je ne peux pas voir l'image, mais j'ai vu ces villes par mes propres yeux quand j'ai été à la ligne du front. Et donc, je peux vous dire que déjà, il y a tout un effort pour renouveler ces territoires. Par exemple, dans Mariupol, qui récemment était comme cette image que vous avez montrée, aujourd'hui, il y a une centaine de maisons, des nouveaux logements qui ont été construits par la Russie. Pardon, mais vous avez rasé Mariupol et vous récupérez Mariupol derrière anéanti. Et vous avez beau jeu derrière de dire, regardez, on reconstruit. Enfin, c'est le pompier pyromane. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait normal parce que malheureusement, à cause de votre aide et à cause de votre soutien, la guerre dure déjà un an. Nous, on a le temps devant nous. Mais pour vous, j'ai des doutes que vous avez autant de temps devant l'Europe avec la solidarité. On va en parler ce soir, Piotr Tolstoï, évidemment. Il y a du monde en plateau, vous ne les voyez pas non plus, vous allez les entendre. Il y a du monde en plateau, vous le savez, pour vous interroger. Je salue Elsa Vidal, qui est arrivée avec nous, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Guillaume Ancel, qui est là également, ancien officier de l'armée française, écrivain et auteur d'un casque bleu chez les Khmers rouges aux éditions des Belles Lettres. Merci Guillaume d'être là. Sergei Girnov est là aussi, ancien officier du renseignement du KGB, auteur de L'Engrenage, que veut Poutine, aux éditions Albin Michel. Michel Goya, que je salue. Bonsoir Michel, notre consultant défense. Ulysse Gosset est là également. Merci Ulysse d'être là. Piotr Tolstoï, je reste sur les images que l'on a vues à l'instant de Marinka et également sur ce que vous disiez sur les morts, sur les victimes. Alors vous allez sans doute contester ces chiffres, mais les Occidentaux, les Norvégiens notamment, l'armée norvégienne, ces dernières heures, estiment que cette guerre a déjà fait 180 000 morts ou blessés côté russe, 130 000 côté ukrainien, en comptant les victimes civiles. Pour quel résultat un an après, Piotr Tolstoï? C'est une boucherie pour rien. Non, pas du tout. C'est pour la victoire dans cette guerre. Mais vous me permettez d'avoir les doutes sur l'information de la marine norvégienne. C'est un peu étonnant qu'ils sont autant au courant de tout ce qui se passe en Ukraine, parce que Norvège est quand même un peu éloignée. Mais il faut que je vous rappelle que durant 8 ans avant le début de l'opération spéciale russe, les Ukrainiens ont bombardé Donetsk et la région de Donetsk pro-russe. Durant 8 ans, ils ont dévasté les villes et les villages. Et ce n'est pas les Russes qui ont commencé cette guerre, c'est les Ukrainiens qui ont commencé cette guerre. Et malheureusement, aujourd'hui, vous ne voyez pas ce qui s'est passé avant. Piotr Tolstoï, les pro-russes sont allés voler des terres aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour déclencher une guerre? Écoutez, voler des terres, c'est pas la même chose que voler les vies humaines. À mon avis, pour vous et pour moi, les vies humaines sont beaucoup plus importantes. J'espère que cette guerre va terminer, j'en suis sûr et certain, par notre victoire. Mais plus vous aidez à l'Ukraine, plus long sera la guerre, plus on aura des victimes. Ça, c'est clair pour nous et pour vous, malheureusement, non. Une question, toujours sur Prigojine. Bakhmout, ville qui n'est toujours pas prise par l'armée russe après des mois de combat. Est-ce que ce soir, c'est un échec pour Prigojine ou un échec pour l'armée russe? Non, ce n'est pas un échec, c'est un échek pour l'armée ukrainienne parce qu'ils ont déjà brûlé à Bakhmout plus de 40 000 soldats. Et ça, c'est une décision de M. Zelensky assez idiotique. Nous, on est en train d'encercler le Bakhmout et dans les jours qui viennent, il sera pris, le Bakhmout. Mais il faut quand même que vous compreniez
que prendre une ville ou prendre un village ou reculer du Kherson ou revenir en Kherson ou prendre Dniepr, ça ne va pas terminer ce conflit. Ce conflit peut être terminé seulement par les négociations, dont vous, je veux dire pas vous personnellement, mais en grosso modo l'Occident, les États-Unis, les Britanniques, l'Union européenne, ne laissez pas aux Ukrainiens d'avoir les négociations avec les Russes. Vous dites non, 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 c'est pas le temps. Il faut gagner sur le terrain. Alors, on verra bien où va s'arrêter l'armée russe. Mais les négociations, elles sont impossibles à partir du moment où vous dites il ne pourrait y avoir de négociations que quand les Ukrainiens accepteront nos conditions. C'est pas ça, de négocier. Non, on ne dit pas ça. Et si vous connaissez les négociations à Istanbul, qui ont été interrompues par M. Johnson et par les coups de fil de Washington, on a approché avec les Ukrainiens à une résolution du conflit. Mais malheureusement, on les a pas laissés de signer avec les Russes aucun document. Et évidemment, les territoires qui sont contrôlés par la Russie ne vont jamais revenir en Ukraine. Ça, c'est clair. Plus loin on est des négociations, plus difficile sera de négocier. Ça, c'est tout à fait clair aussi. Parce que quand nous serons à Kiev, ça serait inutile de mener des négociations, peut-être avec les Polonais, mais pas avec les Ukrainiens. Vous avez toujours, pardon, Piotr Tolstoï, vous avez toujours ça en tête. Kiev, que vous n'avez pas réussi à prendre il y a un an. Vous avez toujours ça en tête. On a ça dans nos plans militaires. C'est pas les fantaisies. À cause de votre guerre. Dans l'OTAN. Votre guerre. Maintenant, il y a deux pays qui étaient neutres et qui ne voulaient pas rentrer dans l'OTAN. Maintenant, ils sont dans l'OTAN. Enfin, presque. Les moustiques en Finlande sont pour nous. Ils sont pro-russes. Donc faites gaffe, s'il vous plaît. Ça, c'est très dangereux. Les moustiques en Finlande, c'est-à-dire? On n'a pas compris. C'est une métaphore. Parce que les moustiques, il y en a beaucoup en Finlande. Et ils sont tous pro-russes. Parce qu'ils ont la mémoire des moustiques. Parce qu'avant, ça faisait partie de la Russie. Et les moustiques, ils ont la mémoire. Juste une dernière question. Attendez, j'ai une image. Parce que vous parlez de survie de la Russie. Ouais. J'ai une image à vous montrer. Que se passe-t-il à Moscou et de quoi avez-vous peur? On a vu la semaine dernière apparaître sur un certain nombre de bâtiments dans la ville de Moscou, apparaître des systèmes, des batteries de défense anti-aériennes ces derniers jours, au moins dans 7 bâtiments, d'après les décomptes qui ont pu être faits par le ministère de la Défense. Dans le ministère de la Défense, absolument. Il y en a certains qui ont été placés, notamment pas très loin de la résidence de Vladimir Poutine. De quoi avez-vous peur? Est-ce que ce sont les drones ukrainiens qui vous font peur? Il existe les drones ukrainiens? Les drones utilisés par l'armée ukrainienne. À Engels, oui. À 2 reprises, le 5 et le 25. Peut-être c'est de nouveau les moustiques de Finlande ou les mouches de l'Estonie qui nous font peur. C'est pour ça que vous déployez des batteries antiaériennes. On prend les mesures de précaution si jamais les Ukrainiens vont utiliser les armements américains à longue distance. Ça, évidemment, on prend les mesures pour protéger la population civile à Moscou. Qu'est-ce que vous étonne? Nous sommes en guerre. Et on va continuer cette guerre jusqu'à notre victoire. Donc, tous ces moyens-là, c'est tout à fait normal dans un pays qui, aujourd'hui, est en affrontement militaire. Donc, vous pensez que la guerre, parce que vous avez bien utilisé le mot guerre, la guerre va peut déborder encore plus sur le territoire russe? Non. Non, je pense pas. Oui, c'est vrai que c'est pourquoi? Parce que vous venez de nous dire le contraire. J'ai pas peut-être compris votre question, mais... Non, mais parce que vous venez dire que vous vous protégiez éventuellement contre le fait que les Ukrainiens utilisent des armes américaines, occidentales, à longue portée contre le territoire russe. Donc c'est votre crainte aujourd'hui? Non, mais ça a été dès le début. Donc les forces antiaériennes étaient installées autour de Moscou et autour de toutes les grandes villes dès le début. Par exemple, dans la région de Belgorod, qui est sur le territoire russe, les Ukrainiens bombardent les villages régulièrement. Malheureusement, on a ce problème sur notre territoire depuis le début de l'opération militaire spéciale. Est-ce que vous êtes favorable? On va écouter, avant de retrouver Piotr Tolstoï, on va écouter justement ce que dit ce soir Volodymyr Zelensky sur la déportation de 2 millions d'Ukrainiens vers la Russie. Sur tout le territoire temporairement occupé par les troupes russes, le brigandage règne. Tout ce qu'ils n'ont pas détruit, ils le volent et l'expédient en Russie.
Tout. Les Russes volent des céréales et des machines agricoles aux agriculteurs ukrainiens. Les occupants démantèlent les usines et envoient le matériel en Russie. Des entrepôts, des magasins et des maisons sont pillés. Et ils kidnappent des gens. Ils voient les gens comme une ressource. Environ 2 millions d'Ukrainiens ont été emmenés de force en Russie. Ils ont été déportés. Elsa, on a retrouvé la liaison, on a rétabli la liaison pour reprendre cette interview. On vient d'entendre Volodymyr Zelensky qui dénonce ce soir officiellement la déportation de 2 millions d'Ukrainiens vers le territoire russe. Déportation forcée. Pourquoi commettre ce genre de crime au XXIe siècle? D'abord, je n'y crois aucun mot de M. Zelensky. Deuxièmement, si vous avez vu les chiffres des Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine durant la guerre, vous connaissez que 7 millions d'Ukrainiens sont partis en Europe et 2,5 millions d'Ukrainiens sont partis en Russie, notamment avec ses enfants. Évidemment, pour vous, dans ces narratives anti-russes, c'est facile d'accuser la Russie des crimes du Moyen-Âge. Mais la Russie ne vole pas les enfants. La Russie a organisé évacuation des enfants qui ont été sous les bombes ukrainiennes. Malheureusement, ça dure déjà un moment et les Ukrainiens cachent leurs chars et leur artillerie dans les quartiers où habitent les gens. Évidemment, après que l'armée russe libère ces villes, on organise l'évacuation des gens qui ont supporté le blocus ukrainien et les tirs et qui ont survécu durant cette guerre dans les villes. On les évacue dans des autres régions de Donetsk où ils seront en sécurité et ils seront Piotr pas Tolstoï, bombardés. vous parlez de Ukrainiens. chiffres. Vous contestez de chiffres. Il y a les chiffres, il y a les témoignages aussi qui s'amoncellent depuis des mois maintenant sur ces mères de famille qui ne revoient plus leurs enfants qui avaient été emmenés par exemple dans des camps de vacances et les enfants ont disparu. On a ces témoignages-là. Pas un, pas deux, il y en a des dizaines de témoignages comme cela ces derniers temps. On parle bien de déportation forcée. Non, malheureusement, c'est des mensonges et des trucs inventés par les journalistes pour diaboliser encore mon pays. Mais ça ne va pas passer parce que tous les enfants qui ont été envoyés dans les camps des vacances, par exemple du Kherson, une ville qui était sous le contrôle russe durant tout l'été, ils ont été évacués avec leurs parents. Et on a les témoignages, nous aussi, de notre côté. Mais malheureusement, votre démocratie et votre liberté de parole ne nous permet pas de vous présenter ces témoignages. Si vous avez remarqué, durant toute l'opération spéciale militaire, à partir du premier jour, la propagande officielle occidentale a refusé de donner la parole à des Russes. Et cette interview avec vous, c'est une rare possibilité de donner l'opinion russe à la télévision française. Piotr Tolstoï, on reçoit régulièrement, par exemple, Alexander Makogonov, depuis le début de la guerre, sur notre plateau, mais sur d'autres chaînes aussi. Vous parlez des médias occidentaux, je parle des médias français. Alexander Makogonov, votre représentant ici, en tout cas porte-parole de l'ambassade de Russie, est régulièrement interviewé. C'est la deuxième interview qu'on fait. La dernière, elle remonte à quelques mois. C'est la deuxième interview que l'on fait ensemble sur ce plateau. Vous avez aussi la parole. Le problème, c'est que cette parole, vous ne reconnaissez même pas les évidences. Pauline Simonet. Oui, moi comment réagirez-vous, au-delà de vouloir les brûler, si, par exemple, la France, pour préciser la question du colonel encore, si la France livre à l'Ukraine des chars français, des chars Leclerc? On a très très peur. Vraiment, on est paniqué. Vous pouvez livrer aux totalités l'Union européenne avec les chars grecs. Vous pouvez livrer aux Ukrainiens 200 chars. Vous croyez que pour l'armée russe, c'est un problème de brûler 200 chars? Je peux vous donner un autre, peut-être, matériel pour l'analyse. Vous avez refusé le gaz russe. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acheter le gaz américain 3 fois plus cher. Vous allez fournir vos chars aux Ukrainiens. Et récemment, vous allez acheter les chars américains, les Abrams, 3 fois plus cher. C'est ça la guerre, le prix de la guerre en Ukraine pour l'Europe. C'est votre choix. Personne ne vous empêche, mais on n'a pas peur de vos chars. Quand on voit les difficultés,
quand on voit les difficultés de l'armée russe depuis 1 an, alors que l'Ukraine n'a pas les chars occidentaux, on peut avoir des doutes sur ce que vous nous dites là, si les Occidentaux se mettent à livrer aussi des chars lourds à l'Ukraine. Mais vous pouvez avoir les doutes, de toutes les façons, c'est votre droit. On est dans les pays démocratiques. Je vous dis, c'est ce que ressentent les Russes par rapport la question de Monsieur Colonel, c'était ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec les chars de l'OTAN qu'on va fournir en Ukraine? On va les brûler, comme tous les gens qui vont venir avec ces chars. Oui, parce que c'est clair que les Ukrainiens ne peuvent pas guider les chars Leclerc ou les chars Léopard. Attendez, vous attendez, tous les spécialistes... Piotr Tolstoï, pour parler concrètement, vous vous attendez à ce que s'il y a des livraisons de chars occidentaux, il y ait à l'intérieur de ces chars des soldats occidentaux? Pour vous, les Ukrainiens ne pourront pas s'en servir? Mais bien sûr, parce que pour, je ne sais pas si peut-être vous pouvez demander, monsieur le colonel, pour avoir le service technique d'un char, il faut toute une équipe qui fait ce service après chaque bataille. Il faut avoir un opérateur qui est qualifié, qui connaît comment on peut guider ce char. Donc, vous ne pouvez pas, du coup, fournir les chars et imaginer que les Ukrainiens vont attaquer avec ces chars les Russes. Mais de toutes les façons, quoi que va se passer avec les chars, ils seront brûlés. Ça je peux vous garantir.